Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le premier numéro d'une nouvelle émission qui s'appelle Loop, une production de la chaîne Women First TV. Alors, dans cette émission, il s'agit de regrouper sur un plateau des femmes intellectuelles de haut niveau pour débattre des faits saillants de l'actualité au niveau local, régional et international, parce que nous estimons qu'à Women First TV, ou WF1 TV si vous préférez, les femmes ne sont pas régulièrement sollicitées dans les masses médias pour analyser, réfléchir, proposer des recommandations, apporter des perspectives sur des sujets qui interpellent tout le monde. Et pour ce premier numéro de Loop, nous parlerons de thèmes assez variés, notamment la gestion de la COVID-19, un autre sujet, l'immigration clandestine, mais aussi les questions de sécurité dans le Sahel notamment, la limitation des mandats présidentiels sur le continent, pourquoi pas. Enfin, nous aborderons l'actualité aux États-Unis après Donald Trump et surtout le premier discours du nouveau président Joe Biden en direction de l'Afrique. Nous vous présentons nos invités pour ce premier numéro de Loop. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Aminata Dramane Traoré, que l'on ne présente plus, militante altermondialiste, ancienne ministre au Mali, écrivaine, femme politique, entre autres. Nous avons aussi Rokhaya Daba Fall, ingénieure agronome, fondatrice et directrice de l'association dénommée Gouvernance du développement en Afrique, avec une solide expérience au niveau national et international sur les questions d'environnement et de décentralisation. Et enfin, comme chroniqueuse dans cette émission, ma consoeur Kourani Diarra. Kourani Diarra qui a également une expérience avérée dans le métier du journalisme et de la communication, aussi bien dans les médias nationaux qu'internationaux, dans l'humanitaire, mais aussi dans l'encadrement et la formation des jeunes journalistes. Mesdames, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour. Alors, nous allons quand même démarrer cette émission et parler un peu de l'actualité qui concerne, par exemple, Cheikh Anta Diop. Le 7 février marquait le 35e anniversaire de sa disparition. Un panafricaniste dont la pensée, selon certains, était prémonitoire, qu'il s'agisse des questions de sécurité, de la souveraineté monétaire ou de l'intégration économique auxquelles sont confrontés les Africains. Alors d'abord, Madame Traoré, dites-nous, en vous basant sur les défis actuels auxquels nous sommes confrontés, confirmez-vous cette pensée d'anticipation, pour reprendre un journal sénégalais, cette pensée d'anticipation qu'avait le professeur Cheikh Anta Diop? Absolument. Je pense que la culture devrait être la matrice et non pas la marque. Cheikh Anta Diop est incontournable dans notre quête d'alternative au chaos. Sa pensée prémonitoire par rapport à ce que nous avons été, ce que dans l'histoire, ce que nous sommes censés pouvoir assumer pour ne pas être dans cette situation que nous traversons. Moi, je pense qu'il est à lire et à relire, et à la fois par toute notre génération, parce qu'on a un bon bout de temps pour de confiance en nous-mêmes, puisque nous sommes davantage à l'écoute de l'Occident que de nous-mêmes. Et nous n'avons pas cherché à savoir quels sont les chantiers qu'il a labourés pour que nous puissions marcher sur nos deux jambes. Oui, et madame, c'est quelqu'un qui ne s'est pas seulement limité à faire des prédictions, mais avait proposé aussi des solutions qui auraient pu nous épargner ces nombreux problèmes que nous vivons. Qu'est-ce qui explique les blocages dans la mise en œuvre, au-delà des divergences, les divergences idéologiques avec les décideurs qui sont venus plus tard, des divergences de pensée, Rokhaya Daba Fall, à votre avis? Merci beaucoup, Lika. Fondamentalement, Cheikh Anta, si on ne l'a pas suivi, si les dirigeants qui sont venus après et ceux qui étaient contemporains à lui n'ont pas été plus loin que ça, s'il a été combattu
particulièrement au niveau africain et au niveau mondial, c'est tout simplement parce que toutes ces idées, en fait, donner une âme et une personnalité à l'homme noir, qui fondée sur des réalités. Il le dit lui-même, il faut qu'on ait confiance en nous. Et si nous disons la vérité fondée sur quelque chose de scientifique, restons-y. Nous soyons fermes là-dessus jusqu'à ce que les autres le reconnaissent. Mais ne baissons pas la garde, ne baissons pas la tête, parce que les autres, ce n'est pas leur intérêt. En fait, tout est économique dans l'histoire. On aurait suivi Cheikh Anta, on ne serait pas des demandeurs, on ne serait pas des personnes qui tendent la main, on n'aurait pas tous ces mots à l'heure qu'il est. Parce qu'on aurait confiance en nous et on aurait pris notre sort en main, et on aurait pris notre économie en main, et on aurait ainsi, on serait à l'instar de tous les autres peuples, à l'instar de tous les autres pays, si on peut parler, à l'instar de tous les autres continents, si on parle de l'Afrique subsaharienne, on serait au rendez-vous de l'humanité pour négocier au même titre que tout le monde. Et c'est ça qui gênait un peu, qui gênait beaucoup, parce que ça voulait dire tout simplement qu'il y aurait une race, qu'il y aurait des peuples qui auront la voie à la construction économique du monde. Et c'est ça, Cheikh Anta. Et les générations actuelles et les générations futures ont tout intérêt à s'inspirer de tout ce qu'il a dit et de tout ce qu'il a fait pour qu'enfin la race noire et l'Afrique s'en sortent. Ouais. La génération future doit s'en inspirer, son legs, sa pensée. Kourani Diarra, sur les analyses de Mme Traoré et de Rokhaya Dabafal, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à leur analyse? Alors, je ne peux qu'adhérer à ce qu'elles ont dit. Et j'ajouterai pour les générations futures, qui sont les générations actuelles, pour ce qui me concerne, je pense que si on relit Cheikh Anta, déjà à l'époque, c'était la question que Mme Traoré a souvent posée, pour laquelle elle a milité, un autre monde est-il possible? Et déjà à l'époque, je pense qu'il nous donnait les réponses à ça. Et c'était oui, un autre monde est possible. Et je pense qu'au-delà, il nous appelait l'Afrique, ils appelaient les Africains à un retour, à essayer, en tout cas, l'authenticité. Et c'est possible. C'est possible, mais nous, en tout cas, jeunes actuellement, on ne parvient pas encore à s'approprier cette authenticité-là. On ne parvient pas à redevenir authentique. Si je prends un exemple dans le domaine dans lequel je m'active le plus, que ce soit les sports ou la culture, dans les textes, j'écoute beaucoup, je travaille beaucoup sur les jeunes rappeurs. Et dans leurs textes, ils font leur les idées de Cheikh Anta Diop, d'une façon ou d'une autre, avec peut-être une rhétorique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au-delà d'avoir une idéologie africaine, dans leur gestuelle de tous les jours, malheureusement, dans leur comportement au quotidien, on ne voit pas ce retour vers l'authenticité. On n'a pas encore, ils ne font pas encore ce nécessaire besoin d'être, ce nécessaire besoin d'être des Africains authentiques. Aujourd'hui, un jeune rappeur, si je prends Ibawan qui est à Bamako, parce qu'on a une hôte aujourd'hui, une invitée malienne, qui est une des stars au Mali, quels que soient ses costumes, quelles que soient ses paroles, tant qu'ils n'ont pas de grands créateurs, ils ne portent pas les créations de grands couturiers, que ce soit européens, en général européens même, ils ne se sentent pas exister. Et je pense que la question aujourd'hui, moi je ne me pose même pas la question du point de vue politique, mais culturel, social, c'est qu'on existe par nous-mêmes. C'est un retour vers les sources et je pense que Mme Fall le dira, elle est ingénieure agronome. C'est dans nos assiettes, c'est dans notre quotidien, c'est dans l'éducation, comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Donc c'est une foultitude de choses qu'il faudrait revoir pour épouser ou alors faire nôtre cette pensée de Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup, Kourani Diarra, pour cette entrée en matière. Merci, Aminata Dramane Traoré. Merci, Rokhaya Dabafal. Maintenant, nous allons entrer dans nos sujets. Ce sera 30 minutes, une première partie, 30 minutes, une deuxième partie. De tout, ce sera 1 heure de temps d'analyse, de réflexion sur des sujets que nous allons poser ici. Et le premier concerne la gestion de la COVID-19. Et l'hécatombe en termes
de pertes en vies humaines n'a pas eu lieu. En tout cas, pas pour le moment, et on espère tous, on prie pour qu'il en soit ainsi. Mais peut-on être vraiment rassuré avec notamment l'apparition du nouveau variant du virus, la difficulté que nous avons en Afrique pour respecter les gestes barrières ou d'appliquer en tout cas le confinement pour des raisons sociologiques et économiques, mais surtout, et de plus en plus, une grande majorité de nos populations qui ne font pas confiance au vaccin. En attendant de retrouver Mme Aminata Dramane Traoré, qui a apparemment quelques problèmes de connexion, Mme Rokhaya Daba Fall, sur cette question. Oui, sur la question de la Covid, du Covid-19, selon les écoles, moi je préfère dire du parce que c'est tellement méchant que j'aimerais pas que ce soit féminin. Moi aussi. Pour cette question particulière, moi je pense que la gestion a été biaisée dès le départ. L'approche a été biaisée dès le départ parce qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure pour Cheranta, on n'est pas parti de nos valeurs, on n'est pas parti de nos ressources, on n'est pas parti de nous-mêmes pour combattre sur ce qui se passe à l'extérieur. On a beaucoup calqué sur ce que les approches extérieures pour imposer ces approches-là ici. Ce n'est pas comme ça qu'on doit appuyer sur nos leviers locaux. J'ai pas entendu là. Lika, est-ce que tu veux... J'ai dit que pour confirmer ce que vous dites, on ne s'est pas appuyé sur les leviers que nous avions au niveau local. Tout à fait. On ne s'est pas du tout appuyé sur ça. On a tout simplement... Ça a été un calque. Ça a été un calque, ce qui a fait qu'on a réussi, si on parle du Sénégal tout simplement, on a réussi la première vague, on l'a réussi plus ou moins en comparant le nombre de morts, en ne comparant pas la Covid avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe comme maladie en Afrique. On a pris la Covid comme tout le monde l'a pris et on a passé ce cap. Puis est venue la deuxième vague. C'est vrai qu'il n'y a pas autant de morts de Covid que de palud, c'est vrai. Mais presque toutes les familles, surtout de toutes les classes sociales, ont été affectées. J'en sais quelque chose. Moi qui vous parle là, j'en ai perdu des personnes au niveau pendant cette pandémie, pendant cette deuxième vague. Ce qui nous a manqué, encore une fois, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse maintenant et pas demain. On n'a pas d'attendre post-Covid. On ne sait pas ce que sera. Quand sera post-Covid? C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est qu'il faut qu'on mobilise nos leviers. Il faut qu'on mobilise nos ressources. Il faut qu'à chaque niveau, aussi bien à l'école qu'au niveau des quartiers, que ce soit une organisation authentique de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas dire aux personnes qui se relaient pour pouvoir dormir la nuit de se confiner. Ça, quel est le sens d'un confinement dans un appartement, dans une maison, où les personnes sont obligées de se relayer pour pouvoir dormir? Et c'est une grande majorité de notre population, parce que la pauvreté sévit de cette façon. Comment organiser ces personnes-là? C'est là où ça se passe. Comment les organiser? Comment organiser l'école pour que ça soit leur problème et que ce soit eux-mêmes qui trouvent des solutions et qui proposent comment lutter contre la Covid. On ne peut pas continuer encore une fois. Alors, cet aspect école et pauvreté, Rokhaya Daba Fall, qu'il faut dès à présent changer de paradigme dans nos façons de mettre en œuvre des politiques publiques. On en parlera dans un instant. Mais puisque Mme Dramane Traoré, Aminata Dramane Traoré, Madame la ministre, vient encore de nous rejoindre, j'aurais bien voulu l'interpeller sur une question qui concerne cette solidarité. En tout cas, la pandémie a montré aussi, en plus de l'aspect sécuritaire, que la crise du multilatéralisme est vraiment une réalité et elle est profonde. Et cette pandémie doit être aujourd'hui une leçon pour l'Afrique qui doit penser à présent à compter sur ses propres moyens et son expertise au niveau local pour s'en sortir, comme disait tantôt Rokhaya Daba Fall. Et pour cela, je crois qu'on a les moyens. C'est le développement de l'industrie pharmaceutique locale,
c'est les transferts de technologies, c'est les échanges et transferts de connaissances, etc. Mais c'est toujours bloqué, ce n'est pas encore fluide. Madame Aminata Dramane Traoré, comment renverser aujourd'hui cette tendance-là? Moi, je crois que c'est un véritable casse-tête. Et ce virus jette une lumière crue sur des réalités que nous vivons depuis toujours. Je m'étonne de voir les chefs d'État au niveau de Davos ou hier de l'Union africaine surpris par l'égoïsme, par ce manque de solidarité. C'est la caractéristique des relations de nos pays dominés avec le système depuis longtemps. Moi, je pense que la faille se situe dans notre propre pensée de nous-mêmes dans le monde global en crise. C'est que nous ne parvenons pas à intégrer que ce système est défaillant, que ce système est congénitalement injuste, raciste, parce qu'on va arriver à la question du racisme. Moi, je l'intègre. Ces derniers temps, je pense que nous avons un certain nombre d'opportunités aujourd'hui, plus que jamais, d'aller à l'essentiel. Et parce que je ne crois pas du tout au modèle. Le modèle, en fait, et cette crise sanitaire est l'une des expressions parlantes de la faillite de leur système. Nous ne voulons pas prendre acte de la faillite de ce système là-bas aussi. Parce qu'on nous a fait croire pendant longtemps que c'est nous qui ne savions pas, nous ne savons pas nous y prendre. On est congénitalement, comme si du fait il y a une forme d'incompétence, de carence, et on parle, surtout, on met tout sur le dos de la corruption. En tout cas, c'est le moment de déconstruire ce discours misérabiliste sur l'Afrique. Parce que... oui, mais déconstruire à quel niveau? Quand on se rend compte que nos dirigeants, apparemment, ne suivent pas la tendance de leur peuple, qui réclame de plus en plus justement cette déconstruction. C'est une question d'école. Et il y en a le formatage qui commence dès l'école primaire. Nous tous, c'est tout un processus de transformation de notre moi profond. Nous nous regardons dans le miroir qui nous est tendu. Et pas de repères, pas d'alternative, et tout est impossible sans financement extérieur d'abord. Je crois que l'arme de l'acte J7, c'est le financement extérieur. C'est ça. Et même si vous parvenez à convenir ici, chez nous, on en sait quelque chose au Mali aujourd'hui, de solutions de sortie de crise, et tant qu'elles ne conviennent pas à la fameuse communauté internationale, vous n'avez aucune chance de tenter quoi que ce soit. Donc, tout cela pour pouvoir vous vendre ce qu'ils ont est sous la main. Il y a des solutions, tout cela parce que, en raison du poids de l'Afrique dans leur stratégie de sortie de crise, nous sommes une sorte de pion. Donc, nous laisser penser, nous laisser nous concerter, agir par nous-mêmes, cela ne peut pas se faire parce que nous sommes un marché. Source d'approvisionnement et marché. Madame Fall l'a dit, les jeunes rappeurs, quand vous regardez ces talents, c'est extraordinaire, vous les voyez en scène, mais les grosses bagnoles, tout ce qui... En fait, nous sommes le marché, on est formaté pour consommer les idées, pour consommer les produits, c'est ce que nous savons faire et c'est ce que nous faisons. Même quand vous demandez aujourd'hui aux gens de renoncer à quoi que ce soit, c'est comme si vous les privez justement d'air pour ne pas respirer, parce que les moindres renoncements, c'est ne pas être dans une mouvance là qu'il faut remettre en question. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à renverser la tendance? Est-ce qu'on peut être optimiste quand on voit l'émergence de plus en plus forte de mouvements citoyens un peu partout sur le continent qui appellent quand même à opérer les ruptures nécessaires?
et certainement que cela pourrait être davantage facilité si l'intégration africaine qui est chantée sur tous les toits, surtout par nos dirigeants, devienne effectivement une réalité. Est-ce que l'Afrique peut aujourd'hui tirer les leçons de la gestion de cette pandémie et réussir enfin son intégration à travers, par exemple, les questions de santé? Vous avez parlé de deux forces qui ne devraient pas être en opposition. C'est d'une part les mouvements citoyens, le peuple, ce que j'appellerais le peuple, et d'autre part les dirigeants. Et il n'y a pas interconnexion entre ces deux-là. Et c'est là où il faut un équilibre, parce qu'il faudrait que les mouvements citoyens qui veulent vraiment renverser la tendance, qui se rendent compte qu'il nous faut cette souveraineté à tous les niveaux, et plus particulièrement là, le sujet est la santé, souveraineté sanitaire. Il nous la faut pour pouvoir nous en sortir avec cette crise, avec cette pandémie. Cette force des peuples, cette force des mouvements citoyens devrait s'affirmer, peut-être trouver les moyens de s'affirmer beaucoup plus fortement pour tirer nos dirigeants vers le renversement de la situation. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi qu'il faut considérer, et tout à l'heure, Madame le ministre l'a dit, c'est que la colonisation, elle est profonde. Kourani l'avait aussi souligné tout à l'heure. Elle est tellement profonde que même les panafricanistes vont chercher référence en Occident quand ils savent qu'on a toutes les solutions et qu'on a des hommes qui ont marqué des problèmes qui se posent. Ils ne vont pas chercher vers ces gens-là. Ils vont chercher toujours en Occident. Et quand vous tenez... Alors, peut-être, avant de terminer sur votre lancée, excusez-moi, peut-être que Mme Aminata Dramane Traoré, en tant que panafricaniste, a une réaction par rapport à ce que vous venez de dire, Mme Traoré. Vous confirmez ce que Rokhaya vient de dire? Non, je pense qu'elle a parfaitement raison, Rokhaya a raison, parce que le panafricanisme n'est plus ce qu'il était. Et moi, parce que vous savez, je m'inscris sur le registre de la réflexion sur l'alternalisme et les alternatives au capitalisme qui, dès ses origines, à travers la traite négrière et l'esclavage, n'a pas cessé de puiser dans le continent. Donc, nous sommes à un stade de l'évolution de ce système aujourd'hui où nous aurions dû marquer une rupture. Nous sommes le continent qui ne veut pas entendre parler de rupture. Alors, développer l'Afrique, être panafricaniste, quand je tends l'oreille, je vois comment fonctionne l'Union africaine. D'abord, pourquoi nous sommes passés de l'OUA à l'UA par mimétisme. C'était pour mériter, c'est encore pour mériter les financements de l'Union européenne. Nous sommes cruellement dépendants du financement de l'Union européenne, de la Chine et de tous les autres. Donc, vous ne pouvez pas être panafricaniste du bout des lèvres et quand vous rêvez d'être comme les autres chez eux. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui. Regardez tous nos bureaux, nos appartements. Et nous sommes un gigantesque marché de plus d'1 milliard de personnes, de consommateurs, en tout cas, une bonne partie de ce que nous consommons, nous faisons la richesse des autres. Alors moi, je pense que l'économie, c'est ce modèle économique qui est remis en question par le politique. Il prouve que la logique du profit l'emporte sur le droit des gens à la santé. C'est ça qui est au cœur du débat aujourd'hui en Occident. Et c'est ça qui c'est ça qui fait que nos structures, logiquement, en dépit de tout ce que nous déplorons, il reste quelque chose de fondamentalement humain dans nos sociétés que nous n'explorons pas suffisamment. Et ça, la manière dont je vois fonctionner le panafricanisme, il y a énormément de mimétisme, énormément de dépendance. C'est pour cela que nous ne sommes même pas toujours tous ensemble. Ce n'était pas l'idée de départ, Rokhaya Daba Fall, comme vous disiez. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça va tellement même dans des tout petits, là, Madame le ministre, comme vous le dites, dans les structurations globales, on le sent, le mimétisme. Mais même dans les petites choses concernant la santé, tout à l'heure, c'est nous sommes toujours soignés par nos racines, par nos plantes, par ce que nous mangeons. On était dans une réunion panafricaniste qu'on disait là, ça, et puis
Un bon panafricaniste, parce qu'on est tous dans cette dynamique, a dit non, 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 ceci appartient à un certain Français dont je ne veux même pas parler, dont je ne veux même pas citer le nom, que tout le monde connaît. C'est lui qui a dit que l'aliment, c'était le remède, l'aliment, c'était le premier remède. J'ai dit, mais tu le vis, tu le vis tous les jours. Tes ancêtres ont vécu ça tous les jours. À l'heure actuelle, c'est ce que nous vivons. Pourquoi cette référence? Donc, c'est là où je veux dire tout simplement que nous avons nous-mêmes à combattre en nous-mêmes cet esprit de référencement, cet esprit de mimétisme et cet esprit qu'on nous a construit de n'exister qu'à travers ce qu'on nous vend, qu'à travers les idées et le matériel qu'on nous vend. Et ceci est profond et nous devons beaucoup travailler là-dessus. Oui. Dans l'économie mondiale, le médicament est considéré comme un produit commercial et se retrouve soumis aux lois de l'offre et de la demande et aux dispositions sur les brevets. Et il y a l'accord sur le droit de la propriété intellectuelle relative au commerce qui en témoigne. Le marché est discuté au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Le médicament, du fait de sa fonction, doit-il être considéré aujourd'hui comme une marchandise? Le premier besoin de l'homme, c'est l'aliment, c'est l'alimentation. Et ce besoin, on a toujours dit que c'était un droit à l'alimentation. Je reviens tout simplement à la ressource agricole. Le droit à l'alimentation est un droit universel. C'est le premier besoin de l'homme. Mais toute nourriture est payante. Donc, il n'y a pas de philanthropie dans ce monde. Aucune philanthropie. Tout se pose en termes de souveraineté. Si nous ne produisons pas nous-mêmes nos médicaments, ça. Pour nos peuples, nous sommes assujettis à acheter ces médicaments et ou ce qui est pire encore, à l'échanger économiquement avec nos ressources. Donc, tout notre problème est dans la souveraineté. Les droits sont là annoncés. Les Nations Unies ont annoncé beaucoup de droits. Le droit à l'alimentation est le premier. Le droit à l'éducation, le droit à la santé. Ce sont des droits, c'est universel. Mais quelle est l'application? Tout se vend, tout se monnaie. Tout est problème de puissance, tout est problème de relations économiques. Et Lika, moi je pense qu'on s'en sortira jamais si nous ne nous affirmons pas du point de vue économique et du point de vue de la souveraineté pour pouvoir faire valoir ces droits quelque part en produisant nous-mêmes. Madame Aminata Traban Traoré, Madame Rokhaya Dabassa, on ne peut pas quand même clôturer ce chapitre sans parler du lourd fardeau des femmes. Elles sont de plus en plus chefs de famille et elles s'activent pour l'essentiel dans le secteur informel qui est de plus en plus touché par la pandémie à cause justement des mesures des mesures de restriction, entre autres. Les violences conjugales, par exemple, sont multipliées partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, même vraiment de manière très urgente pour limiter les dégâts? De mon point de vue, elle revêt deux aspects. L'aspect économique d'abord, et le fait que les femmes sont, pour l'immense majorité d'entre elles, dans le secteur informel, sans oublier que de toute façon, tout ce les responsabilités qu'elles assument au niveau domestique est considérable. Ce n'est pas mesuré, ce n'est pas capitalisé, mais sans elles, de toute façon, le coût de la vie, c'est-à-dire c'est par le travail des femmes que le système parvient à exploiter, c'est-à-dire les bas salaires sont compensés par le travail domestique, les soins de santé et la prise en charge d'une bonne partie des aspects de l'existence des membres de la famille, c'est par le travail physique, émotionnel, et que les femmes prennent soin de l'humain, de l'environnement, et de la famille. Alors, donc, comment le font-elles, les zones rurales qui sont rarement convoquées dans ces débats? C'est considérable parce qu'elles partagent leur temps entre le travail domestique, le travail dans le champ, et dans les villes,
c'est tout le petit commerce. Donc, elles sont heurtées de plein fouet et par ces fermetures. Comme c'est l'informel, ce n'est pas comme en Occident où l'économie, la structuration de l'économie est totalement différente. Elles, ce n'est pas des salaires qu'elles perdent dans le secteur formel, mais dans l'informel, ce qu'elles parviennent à vendre, elles ne parviennent plus à avoir, disons, ce complément. C'est de la violence. C'est une forme de violence. Bon, maintenant, la structure familiale. Moi, je crois que la famille triangulaire en Occident qui fait que vous vous trouvez en tête-à-tête avec votre homme enfermé avec vos enfants et votre chien dans un appartement, ça se termine par des coups et la tuerie parfois. Et nos sociétés, je pense que ce genre de risque existe, mais c'est limité. On ne peut pas mettre, disons, c'est pas pareil. Moi, dans l'environnement où je vis, les cours, hein, vous voyez comment sont les concessions et comment les chambres donnent sur l'espace. Je ne parle pas des maisons des élites, mais je parle de l'Africain ordinaire. C'est rare qu'au nom du confinement ou en cas de confinement, on tombe à bras raccourcis sur sa femme parce qu'on est énervé, parce qu'on n'a pas d'argent. Par contre, moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, compte tenu de la place centrale des femmes dans la gestion de ces réalités, d'insister davantage sur la question de l'immunité. Parce qu'on a appris à la faveur de cette maladie, d'abord, il ne faut pas attendre que ça s'aggrave pour aller à l'hôpital. Il y a la possibilité de veiller les uns sur les autres pour savoir quels sont les signes révélateurs d'un début de Covid qui permettent aux femmes de savoir qu'il faut réagir à temps, ce qu'il faut donner pour renforcer l'immunité des gens. Et ça, on n'a pas suffisamment de recul par rapport à cette tragédie. Mais il se pourrait que ici, j'ai appris hier qu'en Inde, certains hôpitaux, les lits se vident parce que c'est à New Delhi, on ne sait pas trop pourquoi, sans être soigné, sans tomber malade, on compte une diminution du nombre de cas. Et il se pourrait que ici, les gens prennent tout ça à la légère. Comment renforcer l'immunité? La question de l'immunité, et qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on intègre ces éléments-là aujourd'hui dans la gestion de l'existence des familles. Il se pourrait vraiment qu'on évite beaucoup de dégâts. Et c'est ce déficit de connaissances élémentaires sur la manière de gérer nos existences qui pose problème. Et il faut aider les femmes à aller sur ce terrain, au lieu de ces publicités mensongères et mortifères qui les poussent à acheter n'importe quoi, à consommer n'importe quoi et à se mettre en danger. Rokhaya Daba Fall. Je suis entièrement d'accord, entièrement en ligne avec Madame le ministre. Là où je voulais juste insister, qu'elle a souligné, c'est l'approche communautaire. Nous avons cette chance d'avoir encore des communautés. Nous avons ces chances-là qui nous caractérisent. Nous n'en tirons pas assez profit. Il faudrait tout simplement que la communauté prenne en charge ces problèmes de violence. C'est vrai que ça s'est étendu partout dans le monde, ça s'est étendu peut-être un peu moins dans les sociétés communautaires que dans les sociétés individuelles, mais ça s'est étendu. Et donc, la communauté doit être, il ne faut pas tout attendre de l'organisation étatique, il faut que la communauté se prenne en charge. Ce que l'État peut faire, c'est aider à l'organisation de ces communautés. Ne pas s'arrêter à des idées, comme au Sénégal, il y en a eu, et ça marche toujours, de Badianougor, maintenant on parle de Badianougor. Il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est des communautés. Il y a des jeunes dans la communauté. Ces jeunes sont organisés en ASC. Il y a des femmes dans la communauté. Il faut que ces organisations, qu'on puisse les aider à être des organisations cohérentes qui se rencontrent. Et là, on tombe encore une fois dans ces déficiences numériques. On est là en train de parler, nous, de loin, chacun, mais il faudrait qu'on arrive à cela au niveau des communautés, qu'on puisse aider les communautés à former des noyaux qui peuvent gérer justement cette immunité. On a dit que l'immunité arriverait quand la population arrivera à être contaminée à un certain pourcentage. Il ne faudrait pas que seulement cette contamination conduise au cimetière. Il faudrait gérer cela. Et c'est ça communautairement qu'on peut le gérer. Encore une fois,
on ne tire pas profit de nos caractéristiques et de nos profils qui nous sont propres. La communauté est la base du combat contre les violences faites aux femmes. Anna Kourani, qui est la chroniqueuse de cette émission, Loop, qui reçoit, je le rappelle, l'ancienne ministre malienne Aminata Dramane Traoré, également Rokhaya Dabafal, ingénieur agronome. Dites-nous, Kourani, votre analyse, votre réaction par rapport à ce que ces dames intellectuelles viennent de dire, par rapport surtout à l'accès au vaccin et aux droits de la santé des peuples africains. Alors, je ne sais pas pour vous, mesdames, mais moi, j'ai eu la vague impression au début de cette pandémie que c'était la preuve, encore une fois, que c'est l'Occident qui donne le là, que nos pays, malheureusement, vivaient au rythme des décisions occidentales. L'Afrique a eu ses pandémies, l'Afrique a eu ses épidémies. À chaque fois, au départ, c'est l'histoire des Blancs, c'est l'histoire des Touaregs qu'on leur laisse et ils vont gérer. Et je disais, c'était avec des amis journalistes, c'est dommage, mais dans quelques temps, ils vont dire, ouais, l'Afrique est touchée et tout. On ne peut pas ne pas être touché. On ne peut pas, on n'est pas en rade du monde. On fait partie du monde. Et on a été touché comme tout le monde. Mais la gestion qu'ils nous ont imposée de gérer cette pandémie-là, socialement, ne répond pas socioculturellement à l'Afrique. J'ai dit qu'ils fassent l'apologie de l'individualisme. C'est leur problème, c'est leur façon de vivre, c'est leur façon d'être. Mais on ne peut pas demander à une Smala en Afrique de compartimenter. On ne peut pas dire les vieillards restent chez eux. On ne peut pas dire, ouais, on ne va plus voir sa grand-mère ou son papa parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'on les expose, parce qu'autre chose. On n'a pas les mêmes mécanismes de vie au quotidien. Et j'ai entendu Rokhaya le dire au départ, on ne peut pas demander à une famille aujourd'hui à la Médina, pour parler du Sénégal, de rester chez elle, alors que pour vivre, pour manger au quotidien, c'est un combat. Et la preuve, jusqu'à présent, à Dakar, où il y a couvre-feu, on va dans certains quartiers de la capitale, on verra des gens qui sortent pour s'acheter un peu de couscous et avoir quoi mettre dans le ventre des enfants pour qu'ils puissent dormir. Je pense qu'au contraire, c'est la solidarité africaine qui pouvait constituer un début de réponse. Après, concernant les médicaments, moi je dis, il est temps qu'on arrête de tendre la main. Il faut qu'on arrête. On a géré des maladies ici où l'Occident n'était pas présent pour nous. Et en brevet, je pense que c'est le moment pour nous de développer, si ce n'est un mécanisme continental de fabrique de médicaments, au moins qu'à l'ère dans tous les petits pays, même si c'est tout petit, on a, je pense, des organisations régionales qui peuvent fonctionner et lancer, même si c'est des petites structures régionales de fabrique de médicaments. Il faut qu'on revienne à la pharmacopée africaine qui marche, qu'on dise ou pas qui marche. Tout le monde n'a pas, la preuve, aujourd'hui en Afrique, on n'a pas accès à ces vaccins-là. Il y a des gens qui survivent. On a des maladies plus graves. Moi, je dis la faim est encore plus grave. On voit ici des femmes qui meurent du cancer tous les jours. Tous les jours. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de cette nouvelle production qui s'appelle Loop et qui est produite par la chaîne Women First TV.